370 millions de livres, c'est la fortune estimée de la reine Elisabeth II. En France, les 5 premières fortunes ont doublé leur richesse depuis le début de la crise sanitaire et possèdent à elles seules autant que les 40% les plus pauvres. Alors que la lutte contre les inégalités est au cœur des enjeux politiques et de l'agenda du Forum économique mondial, les milliardaires apparaissent comme des prédateurs qui, pour reprendre les termes de la France insoumise, se goinfrent au détriment de l'immense majorité de la population. Ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, les milliardaires posent un danger bien plus grave que vous ne soupçonnez peut-être pas. Alors, faut-il supprimer les milliardaires? C'est de ça dont je vais vous parler dans cette vidéo. Quand l'argent se concentre dans les mains de quelques-uns, le pouvoir, l'influence et le contrôle y sont aussi concentrés. Et c'est ça qui est dangereux. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le droit de la concurrence et les lois antitrust existent. La première loi antitrust, c'est la loi Sherman, a vu le jour aux États-Unis en 1890. Elle avait pour but de limiter la puissance des grandes entreprises dont le poids était tel que beaucoup pensaient qu'elles allaient menacer l'organisation démocratique de la société. Dans l'actualité, on a l'État de Californie qui poursuit Amazon en justice pour abus de position dominante. En effet, Amazon punit les vendeurs qui placent leurs articles sur d'autres places de marché si ces derniers les vendent à moindre coût. Ainsi, si Amazon voit un article sur un site concurrent à un prix inférieur, elle supprimera souvent des boutons tels que le acheter maintenant ou ajouter au panier qui ont un impact significatif sur les ventes. De ce fait, elle décourage les vendeurs d'autoriser d'autres places de marché à vendre leurs produits moins chers. Si les sites des concurrents n'offrent pas de meilleurs prix comme ils le feraient sur un marché concurrentiel, ce n'est pas qu'Amazon est plus efficace, mais parce qu'Amazon l'interdit par contrat. On a vu récemment au Portugal des chaînes de supermarchés se faire condamner par l'État pour entente des prix sur certains alcools. La concentration de l'argent donne à quelques-uns un pouvoir d'influence tel qu'ils peuvent manipuler les foules sans que celles-ci s'en rendent compte et les contraindre à agir d'une certaine manière. Ils tirent les ficelles et façonnent la société en fonction de leurs idéologies, leurs objectifs et leurs intérêts. D'ailleurs, si vous voulez reprendre le contrôle de votre avenir financier, de votre libre arbitre et savoir investir pour vous construire une liberté plus importante, je vous invite à vous inscrire à la newsletter gratuite dont le lien est sous la vidéo. On est plus de 60 000. Rejoignez-nous, je vous partage tout ce que j'apprends sur ces thématiques-là, les supports d'investissement, les découvertes que je fais, des news sur l'actualité et tout ce qui peut vous aider à avancer sur ce chemin. Ne restez pas seul, rejoignez-nous, on est une belle communauté bienveillante et on avance ensemble. Un exemple de concentration, c'est le Forum économique mondial où vous avez ce qu'on appelle les élites, des centaines d'entreprises dont vous consommez les produits tous les jours, des dirigeants politiques, des ONG, etc. Ils se réunissent et définissent l'orientation du monde à des fins supposées vertueuses. Lutte contre les inégalités, lutte contre le changement climatique, parce que évidemment, c'est toujours fait à des fins vertueuses. Mais vous fumez, monsieur. Et si vous voulez plus de vidéos vertueuses, mettez un like à cette vidéo si vous appréciez ce type de contenu et évidemment, abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les vidéos suivantes. Il y a de grosses vidéos intéressantes qui arrivent. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec l'agenda 2030. C'est le fameux « vous ne posséderez rien et vous serez heureux ». Je vous renvoie à mes vidéos sur le sujet si vous voulez approfondir cette thématique et ça fait froid dans le dos. Un autre exemple, c'est quelque chose dont les ONG et les célébrités occidentales sont souvent accusées, le néocolonialisme humanitaire et idéologique. Sous des prétextes philanthropiques, c'est-à-dire apporter des solutions aux épidémies, à la famine, à la déscolarisation, eh bien ces organisations et ces personnes utilisent leur influence et leur argent pour façonner les sociétés des pays en développement à l'image de celles dites des pays occidentaux. Elles introduisent des méthodes et des idées parfois en opposition directe avec les valeurs, les traditions de ces populations jugées archaïques. Les exemples ne manquent pas, mais pour cette partie de la vidéo, je vais me concentrer sur une personne, Bill Gates. D'un côté, il est connu pour avoir créé Microsoft et il a donc cette image d'informaticien geek et entrepreneur. D'ailleurs, soit dit en passant, Microsoft a failli ne jamais perdurer tel qu'il était là, puisqu'il y a de très nombreuses années, il a été attaqué pour une position dominante sur le marché. Et par un miracle juridique, Microsoft n'a pas été démantelé. Mais ça, c'est une autre histoire. De l'autre, c'est quelqu'un qui divise. Il semble toujours avoir une longueur d'avance sur les crises, notamment sur celle des 2 dernières années. À travers sa fondation Bill et Melinda Gates, il est l'un des partenaires stratégiques de Moderna depuis 2016. Il multiplie aussi les investissements dans la terre au point de devenir aujourd'hui le plus grand propriétaire agricole des États-Unis.
Sa fondation est la plus grande fondation philanthropique du monde avec une dotation de 42,9 milliards de dollars. Mais l'action de la fondation Gates en matière d'agriculture en Afrique est inquiétante. Je vous laisserai plusieurs liens en description si ça vous intéresse de creuser le sujet. Avec la fondation Rockefeller et les gouvernements qui donnent de l'argent, la fondation Gates a créé l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA, dont le but est la transition de l'agriculture de subsistance à petite échelle à l'agriculture industrielle, c'est-à-dire faire passer l'Afrique de l'agroécologie à l'agro-industrie. Ça pose 3 problèmes fondamentaux. Déjà, les agriculteurs qui comptaient auparavant sur leurs propres graines et engrais naturels sont obligés d'acheter en permanence des graines et des engrais pour se faire et donc de s'endetter. Les produits chimiques sont coûteux, nécessaires à la culture de ces graines dites améliorées qui ont tendance à épuiser le sol. Ça oblige les agriculteurs à acheter de plus en plus de produits chimiques pour compenser cette dégradation. Et les technologies développées restent dans les pays occidentaux qui accentuent du coup la dépendance de ces agriculteurs africains. En effet, bien que la fondation affirme vouloir investir en Afrique, l'hebdomadaire américain qui s'appelle The Nation a examiné 30 000 subventions accordées par la fondation ces 2 dernières décennies et a constaté que plus de 88% des dons, donc 63 milliards de dollars, sont allés à des bénéficiaires parmi les plus riches, États-Unis, Canada, Australie et pays européens. Les groupes africains n'ont reçu que 5% du financement total destiné aux ONG. Bill Gates, lui, justifie son action par le fait que son approche se concentre sur l'ensemble de la chaîne de valeur agricole, des graines et du sol à la gestion de l'exploitation et à l'accès au marché. Il dit, nous croyons que c'est la seule façon d'obtenir des résultats durables à long terme. Le problème, c'est que comme il n'a pas été élu, Bill Gates n'est pas responsable devant les gouvernements ou devant les populations. Il n'existe aucun mécanisme qui permette de le rappeler, le contester ou le tenir responsable de politiques défectueuses. Sa richesse lui donne un pouvoir d'agir, débrider, sans les garde-fous nécessaires. Et tout ça, ce n'est que dans le domaine de l'agriculture. Dans cet article publié en 2015, on lit que la fondation Gates dépensait déjà plus pour la santé mondiale que la plupart des pays et plus que l'OMS elle-même, en faisant le 2e bailleur de fonds de l'OMS après les États-Unis. Quand on lit le reste de l'article, à la lumière des événements de ces 2 dernières années, c'est particulièrement frappant. Certains chercheurs s'inquiètent de l'influence disproportionnée avec le peu de responsabilité de la fondation Gates sur la santé mondiale. Certains estiment aussi que la fondation se concentre trop sur les médicaments, les vaccins et les autres solutions technologiques, alors qu'il serait crucial de renforcer les systèmes de santé dans les pays les plus pauvres. Pour des raisons similaires, le travail de la fondation Gates sur le paludisme a suscité des critiques, notamment du responsable de la recherche sur le paludisme à l'OMS, Arata Koshi, qui se plaignait que la fondation étouffait le débat sur les meilleurs moyens de traiter et de combattre le paludisme, ne donnant la priorité qu'aux méthodes qui reposaient sur une nouvelle technologie ou le développement de nouveaux médicaments. Et dans le domaine de la santé, comme celui de l'agriculture, les accords commerciaux internationaux comprennent d'importantes protections de la propriété intellectuelle chère à Bill Gates. Il est donc plus difficile pour les pays les plus pauvres de fabriquer des versions génériques moins chères de médicaments. Alors évidemment, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, mais vous voyez bien qu'avec ses moyens et son influence, une telle organisation peut transformer radicalement un continent entier et privilégier des solutions qui répondent à sa propre vision des choses, mais qui ne sont pas forcément adaptées au contexte local, et tout cela en toute impunité. Certains parlent carrément d'ingénierie sociale. Et si vous vous dites que tout cela est bien triste, voire révoltant, mais aussi bien loin de vous, je vais vous donner un autre exemple qui vous concerne directement, car il intervient depuis votre salon, voire votre poche. Vous avez peut-être deviné de quoi je veux parler, il s'agit des médias. Pour ce qui concerne la presse généraliste française, 11 milliardaires détiennent 81% des journaux vendus dans la presse quotidienne nationale, 95% pour la presse hebdomadaire, 47% des audiences de la radio, 57% des audiences télé et 44% des audiences des sites d'information. Les médias français sont en grande partie la propriété de très puissants industriels. On peut citer notamment Bernard Arnault, LVMH, qui détient Les Échos, Le Parisien, L'Opinion, Investir, Science et Avenir, Radio Classique et près de la moitié de Challenge. Patrick Drahi, qui est avec Altis SFR, BFM TV, RMC, Libération ou L'Express dont il détient 49%. La famille Bouygues avec TF1. Xavier Niel de Free qui a des parts dans le groupe Le Monde, qui est propriétaire de titres régionaux comme Ce Matin, Var Matin, La Provence ou Télérama. HuffPost et l'Obs. Bolloré via Vivendi, Canal+, CNews et les journaux de Prisma.
donc Capital, Femme Actuelle, Géo, Voici. La famille Dassault qui détient le Figaro, François Pinault qui détient Le Point, la famille Mon qui détient M6 et RTL. Bien sûr, il y en a plein d'autres et il y a une logique business à réunir plusieurs titres dans un grand groupe. Lors d'une audition par la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale en 2015, Patrick Drahi justifiait sa politique de rachat en ces termes. La seule façon de constituer un groupe pérenne est de le consolider en l'élargissant à d'autres titres et en l'étendant à d'autres pays. Donc l'information est un produit qu'il faut rentabiliser. Mais le mieux, c'est que la presse française est largement soutenue par des financements publics. Pour l'année 2021, 431 titres ont été bénéficiaires des différents dispositifs d'aide à la diffusion et au pluralisme et à la modernisation. Au total, des aides reçues, on retrouve en tête du classement les titres suivants. Aujourd'hui en France, Le Figaro, Libération. Et quand on fait le même classement, mais par un groupe de presse cette fois, eh bien, voici les groupes qui arrivent en tête des aides reçues sur un total de 33 bénéficiaires en 2019. Les Échos Parisiens, le groupe Figaro, Société éditrice du Monde, donc avec Le Monde Libre, dont Xavier Niel. Dans ce cas, la question se pose, pourquoi ces grands entrepreneurs se battent-ils pour acheter des sociétés qui à la base perdent de l'argent et sont largement dépendantes des financements publics? La réponse est simple, ils vont pouvoir facilement rentabiliser les pertes au sein de leur grand groupe en tirant déjà un avantage fiscal et gagner quelque chose qui n'a pas de prix et qui va bien au-delà du financier, l'influence. D'après le baromètre 2022 de la confiance des Français dans les médias, 62% des personnes sont intéressées par les informations diffusées dans les médias et elles sont encore 44% à faire confiance aux infos diffusées à la télé. Ce chiffre atteint 49% pour la radio et la presse écrite. Ça reste une audience importante. Mais vous voyez bien qu'il y a un conflit. Comment concilier liberté éditoriale et intérêt privé? Voici ce que Nicolas de Tavernost, président du directeur de M6, avait à dire à ce sujet il y a quelques années. Interrogé sur d'éventuelles pressions politiques exercées sur les rédactions de Capital, il a répondu « Ce n'est pas une pression politique, c'est une pression économique. Je ne peux pas supporter qu'on dise du mal de nos clients. » Autre exemple en lien cette fois avec les revenus publicitaires des médias, vous vous rappelez peut-être de la une de Libération sur Bernard Arnault suite à sa demande de nationalité belge qui était titrée « Casse-toi, riche-con ». C'est dans la lignée de ce qu'on attend d'un journal positionné comme Libération, mais le journal l'avait payé au prix fort, avec la suspension de tous les budgets publicitaires des marques appartenant à LVMH pour un manque à gagner estimé à 700 000 €. Mais à la limite, sur ce point-là, ça peut se comprendre, si vous critiquez le patron d'une boîte, il serait bien idiot de vous filer son budget publicitaire. Mais globalement, vous voyez bien le problème. Les infos que vous recevez sont biaisées en fonction des intérêts économiques et commerciaux de leurs propriétaires, et même économique, la censure reste de la censure. Donc tout ça a un impact direct sur vos quotidiens, et c'est là le point qui m'intéresse le plus, puisque ça va façonner votre vision des événements, votre analyse des faits, et en fin de compte, les décisions que vous prenez sur par exemple votre santé, mais aussi sur la manière dont vous gérez votre argent, vos investissements, et ça peut évidemment aussi influencer votre manière de voter. Il y a quand même une solution. Il vous suffit de vous informer via les médias dits alternatifs, les médias dits libres, qui n'appartiennent pas à de grands groupes, parce qu'en fin de compte, ce sont les consommateurs qui font les riches. En tant que consommateur, vous avez naturellement tendance à vous tourner vers les marques parce qu'elles ont cette capacité incroyable à inspirer la confiance. Souvent, on peut avoir tendance à oublier le petit commerçant et le petit média indépendant. Ils peuvent même nous inspirer de la méfiance. On va craindre que le petit commerçant soit plus cher, moins pratique qu'Amazon. On va regretter l'esthétique, moins travailler du petit média indépendant, ce qui peut nous amener à remettre en cause la qualité de l'information qu'il propose. Même en ce qui me concerne, je vends des formations, je ne suis pas un gros organisme de formation, une grande société centralisée, et je vois bien les réactions que ça suscite. Et au final, seulement une minorité va me faire confiance. Parce que la majorité va préférer se tourner vers des informations provenant de l'État, de grandes corporations. C'est très paradoxal, mais ces personnes vont être rassurées par les grands groupes plutôt que par le petit investisseur qui vous explique avec des exemples concrets ce qu'il a accompli. Parce que dans le fond, les gens sont suspicieux. C'est pour ça que les milliardaires créent des marques. Parce qu'ils savent que c'est ça qui inspire la confiance. Et en fin de compte, c'est le comportement des individus et des consommateurs qui amène les milliardaires là où ils en sont. Votre pouvoir, en réalité, c'est votre porte-monnaie. Regardez vos dépenses. Est-ce que vous commandez beaucoup et exclusivement sur Amazon ou pas? Votre fiche de paie, est-ce que vous travaillez pour une entreprise qui appartient à un milliardaire ou pour une banque? Regardez vos habitudes de consommation. Est-ce que vous consommez local ou est-ce que vous allez régulièrement, voire exclusivement,
dans des supermarchés. Et je ne suis pas en train de vous dire de démissionner demain. Je vous dis juste que vous avez la possibilité de faire évoluer les choses et que vous avez le pouvoir de vous faire entendre à travers votre porte-monnaie. Ça peut être petit à petit ou sur certains aspects uniquement, mais vous n'êtes pas condamné à engraisser tous les milliardaires de la planète. Le consommateur informé a un rôle à jouer. Pour vous donner un exemple, prenez Netflix. Il a fait une hémorragie d'abonnés payants. Si la prolifération de plateformes de streaming concurrentes est l'une des raisons, ce n'est pas la seule. Je peux quand même vous citer une plateforme que j'ai découverte récemment avec ma femme qui s'appelle Benchy, B-E-N-C-H-I, qui est une plateforme de streaming dédiée aux films pour enfants, qui est très encadrée et qui coûte la modique somme de 5 € par mois, que je vous invite à regarder si vous avez des enfants, ça sera beaucoup mieux que Netflix. Ce n'est pas un partenariat payant. Ces dernières années, Netflix a multiplié les séries et les programmes dits woke au point de lasser des personnes abonnées de longue date qui ont donc décidé de se désabonner. Et en conséquence, Netflix est en train de réorienter sa programmation vers une offre plus variée et moins politisée. Donc on voit bien que le consommateur a quand même le dernier mot. Alors comment on fait pour supprimer les effets néfastes de la concentration d'argent dans les mêmes mains? Doit-il y avoir des lois strictes et des impôts encore plus confiscatoires? Faut-il, comme je le posais dans le titre de la vidéo, supprimer les milliardaires? Et surtout, est-ce que ça changerait quoi que ce soit sur le long terme de changer toutes ces règles? La nature humaine n'est-elle pas ainsi faite que l'homme cherche naturellement le contrôle? Prenez par exemple la tour de Babel, les hommes qui cherchent à tout prix à s'élever de plus en plus haut, à être tout puissants. Certains pensent que la langue unique dont il était question dans l'épisode de la tour de Babel est en fait plus une pensée unique et une uniformisation. Ce qui n'est pas sans rappeler la société globalisée planétaire que vise le Forum économique mondial, où la concentration de l'information dans toutes les mêmes mains, de sorte qu'on voit constamment et partout les mêmes images et les mêmes messages. Si ce n'est pas via les milliardaires, ça sera sûrement autrement. C'est dans la nature humaine. Alors, quelle solution voyez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. Dans les solutions que je vois et que je vous propose d'expérimenter, il y a différentes choses. Déjà, la première des choses, c'est de ne pas vous laisser consciemment manipuler, de ne pas vous exposer en permanence aux informations que vous savez ne pas être neutres. Pour moi, concrètement, ça veut dire une chose très simple, ça veut dire ne pas écouter, lire ou regarder la plupart des grands médias. Deuxième solution extrêmement simple, agissez avec votre porte-monnaie au maximum, dans la mesure de vos capacités, mais réorientez vos dépenses vers des acteurs plus locaux, des acteurs que vous pouvez rencontrer chaque jour lorsque vous vous promenez dans votre village ou dans votre ville et accompagner votre vision d'une action concrète avec votre argent. Troisième solution, ne renoncez pas. Bien évidemment, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait spécifiquement sur ce sujet parce que c'est facile de baisser les bras face aux mauvaises nouvelles. Quatrième solution, formez-vous au-delà de ce qu'on veut bien vous apprendre. J'en discutais encore avec des membres de l'académie que j'ai rencontrés ce week-end qui me disaient encore on ne comprend pas qu'à l'école on ne nous enseigne pas des bases de la gestion économique, des bases de la gestion de son argent, voire même de la liberté financière. Mais il faut bien comprendre que ce n'est ni dans l'intérêt de l'école, ni dans l'intérêt d'un pays au sens large d'avoir des individus souverains et entièrement libres économiquement. Donc formez-vous, c'est à vous de faire cette part du travail. Autre aspect, bien évidemment, et ça c'est le cœur de mon message, investissez pour développer plusieurs sources de revenus et ainsi accroître votre marge de manœuvre pour conserver vos libertés. Et puis enfin, éveillez les consciences autour de vous, parlez de ces sujets-là, partagez-les et petit à petit, ça fait aussi le travail d'éveiller les personnes, de leur faire prendre conscience de l'environnement dans lequel ils sont. Tout ça, c'est encore une fois qu'une question d'état d'esprit. Quand j'ai commencé mon parcours dans l'indépendance financière, c'était il y a 15 ans, la plus grosse découverte et le plus dur a été de changer véritablement mon état d'esprit. De plus penser comme un salarié qui vit 2 jours par semaine le week-end en attendant les vacances et la retraite à 65 ans. Et cela alors que mon entourage me prenait pour un fou parce que le chemin était tout tracé. C'était études supérieures, CDI pendant 45 ans et retraite ensuite. Là c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de subir. Ça peut paraître cliché, voire peut-être même naïf. Mais vous pouvez reprendre votre liberté, votre autonomie par rapport à des médias qui vous bombardent de ce qu'ils veulent vous gaver, par rapport à des marques qui ne représentent pas forcément toutes vos valeurs, par rapport à des divertissements qui n'ont pas à cœur de vous élever. Retrouvez votre souveraineté individuelle.